Salut et bienvenue sur École Très Facile. Dans cette nouvelle vidéo, nous nous intéresserons à appliquer les lois de Newton sur le mouvement que nous avons vu précédemment. Sans plus tarder, on se retrouve après le générique pour commencer. Dans les vidéos précédentes, nous avons parcouru toutes les lois de Newton, nous rappelons. La première loi, principe d'inertie, la deuxième loi, théorème du centre d'inertie, et enfin la dernière loi, le principe des actions réciproques. Maintenant, on s'intéressera dans cette vidéo à appliquer ces lois. En quoi les lois de Newton vont nous aider? À quel problème ces lois répondent? Commençons par la première loi de Newton, le principe d'inertie. Très vite, la première loi, le principe d'inertie, qui dit ceci: dans un référentiel galiléen, je rappelle, dans un référentiel galiléen, c'est la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul. Cela signifie que le vecteur vitesse est un vecteur constant. Maintenant, ça veut dire que si dans un exercice, par exemple un exercice quelconque, on a effectivement, dans un référentiel galiléen bien sûr, on a effectivement un solide qui est immobile, étant dans un référentiel galiléen, cela signifie que la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul. Donc ça veut dire que si toutes les conditions étant réunies, étant en équilibre bien sûr, immobile, égal au vecteur nul. Bien sûr, étant immobile, comme je disais tout à l'heure, on a somme vectorielle des forces égale au vecteur nul. Grâce à ces relations, on peut retrouver la valeur d'une force connaissant la valeur d'une autre force. Peut-être dans l'exercice, on peut connaître la réaction connaissant le poids, on peut connaître les frottements connaissant le poids et la réaction. Donc, c'est-à-dire, le principe d'inertie particulièrement, pas nécessairement, mais le principe d'inertie généralement nous permet de déterminer l'intensité ou alors de caractériser dans son intégralité une force dans un système connaissant toutes les autres forces. Mais une condition doit être, il faudrait que l'on soit dans la mesure d'appliquer le principe d'inertie, c'est-à-dire immobile ou alors mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen. Voilà ce qu'il en est pour l'application de la première loi, juste déterminer une force extérieure, connaissant les autres. Maintenant, ce qui va attirer notre attention particulièrement dans cette vidéo, c'est la deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie, qui est une nouveauté pour vous les élèves de terminale. La deuxième loi de Newton, on a le TCI, le théorème du centre d'inertie, rappelons, qui formule somme des forces extérieures égale à MEA. Quelque chose de beau dans cette deuxième loi, c'est que le mobile n'est pas nécessairement immobile, il peut être animé d'un mouvement quelconque et la vitesse n'est pas nécessairement uniforme. Ça veut dire que là, on considère un mouvement. Et laissez-moi vous dire que la deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie, permet de caractériser un mouvement. Caractériser, c'est-à-dire, grâce au théorème du centre d'inertie, on peut connaître l'équation cartésienne de la trajectoire d'un mobile. Parce que si on est là, ça veut dire qu'il y a un mouvement quelconque, on a une trajectoire qui n'est pas nécessairement rectiligne, nécessairement circulaire. Donc ça veut dire que l'une des applications, du moins de la deuxième loi de Newton, est de permettre de caractériser un mouvement dans son intégralité. Grâce à cette loi, et on verra, tu peux connaître l'équation de la trajectoire du mouvement. S'il part comme ça, s'il part comme ça, ou s'il part comme ça. Très vite, on se rend compte que quoi? Par exemple, pour l'équation cartésienne, comme je vous ai dit tout à l'heure, je précise équation cartésienne parce qu'on considère un repère cartésien, ce n'est pas nécessairement cartésien, mais on va considérer un repère cartésien. L'équation cartésienne, c'est une équation entre les coordonnées cartésiennes du mobile. C'est-à-dire, on sait que de manière générale, le repère cartésien, à deux dimensions, on va s'intéresser dans le plan, c'est, disons, x, y. Ça veut dire que l'équation de la trajectoire sera toute équation entre y et x. Par exemple, y égale à 3x moins 6 est une équation cartésienne parce que ça relie les coordonnées cartésiennes du mobile. Y égale à racine carrée de x carré moins 4 est effectivement une équation cartésienne. Donc finalement, on se rend compte qu'une équation cartésienne, c'est une fonction. La fonction d'une coordonnée en fonction de l'autre. Peut-être y en fonction de x, peut-être x en fonction de y. Mais dans tous les cas, on se rend compte que quoi? Que ça doit être x en fonction de y. Comment donc faire pour arriver à une équation entre x et y? En utilisant, bien sûr, la deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie. Malheureusement, cette deuxième loi, le théorème du centre d'inertie,
qui est formulé somme des forces extérieures égale à MA, en translation si vous voulez, ne nous donne que l'expression du vecteur accélération. Parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir le vecteur accélération, si on tire là, qui serait somme des forces extérieures sur M. Ou alors, si vous voulez, toutes les forces extérieures se ramènent à une seule force extérieure, que je vais appeler grand F, qui n'est pas seulement une force, mais la résultante de toutes les forces extérieures, grand F sur M. On aura donc l'accélération qui serait égale à F sur M. Et dans cette relation, bien sûr, du TCI, on se rend compte que, connaissant les forces extérieures, parce que naturellement, on ne peut pas caractériser un mouvement si on ne connaît pas les forces extérieures. C'est la moindre des choses. Connaissant les forces extérieures, naturellement, la masse ne sera pas un problème pour nous. Connaissant les forces extérieures, on connaît l'accélération. Donc, autrement dit, connaissant les coordonnées des forces extérieures, on connaît les coordonnées de l'accélération. Donc, le théorème du centre d'inertie, la deuxième loi de Newton, heureusement, nous donne la valeur de l'accélération. Mais est-ce que c'est l'accélération qu'on veut finalement? Non, c'est l'équation cartésienne de la trajectoire, où il n'y a pas d'accélération. Maintenant, cependant, la deuxième loi nous donne l'accélération, ce n'est pas rien. Comment donc quitter de l'accélération pour descendre à l'équation de la trajectoire recherchée? Donc, on peut se rendre compte que ça ne nous donne pas directement ce qu'on veut, mais ça nous donne un élément qui va nous permettre de retrouver ce qu'on veut. Donc, à partir de là, grâce à la deuxième loi de Newton, le théorème du centre d'inertie, on connaît les coordonnées de l'accélération, puisqu'on connaît les coordonnées de la force, on divise juste par la masse. Maintenant, on se rend compte que quoi? On chute un peu, on connaît le vecteur accélération, waouh, on le connaît, c'est très bien. Maintenant, on peut chuter pour déterminer le vecteur vitesse. Rappelons que l'accélération est la dérivée de la vitesse. Si j'ai l'accélération, pour avoir la vitesse, j'intègre. Donc ça veut dire que la vitesse sera l'intégration de l'accélération, bien sûr, par rapport au temps. Les intégrations qu'on va faire, ce sera par rapport au temps. Donc ça veut dire quoi? Regardez comment ça nous mène très loin. Le TCI nous donne le vecteur accélération. Le vecteur accélération, à son tour, puisqu'on connaît totalement grâce aux forces extérieures, nous donne le vecteur vitesse. Il nous suffira juste d'intégrer. Il nous suffira tout simplement d'intégrer. Et je rappelle que si le vecteur accélération a ses composantes AX, AY, ça veut dire que le vecteur V aura aussi ses composantes. Vx sera quoi? L'intégration de AX par rapport au temps. Et Vy sera l'intégration de AY par rapport au temps. On se rend compte que cette composante des accélérations est donnée par les composantes des forces extérieures. Donc, pour que l'autre cas soit vraiment facile, pour que cette intégration soit vraiment facile, il faudrait que l'accélération soit constante. Et pour ça, il faudrait que les forces soient constantes. Ça ne veut pas dire que si les forces ne sont pas constantes, on ne pourra rien dire. Mais toujours est-il que pour quitter de l'accélération à la vitesse, il va falloir faire une intégration. Une intégration suivant chaque direction, suivant X et suivant Y. De toutes les façons, et ça correspondrait certainement à notre cas, l'accélération, on verra dans les prochaines vidéos, ça sera une constante pour nous faciliter les choses. Donc, intégrer sera très facile. On pourra facilement trouver la vitesse. On verra dans les applications des champs uniformes. Là, on présente juste l'aspect général. Ça veut dire que grâce au TCI, l'accélération, on a la vitesse. Mais jusque-là, ce n'est pas la vitesse qu'on veut. Et on voit même que c'est déjà beau. Dans un mouvement, on connaît déjà sa vitesse. On peut caractériser sa vitesse. Donc, à partir de là, on aura les coordonnées du vecteur vitesse, connaissant les coordonnées de l'accélération avec une simple intégration. Heureusement, pour nous, l'accélération sera une constante. Et à partir de là encore, la vitesse n'est pas la finalité. On peut encore retrouver la position. Parce que rappelons encore, on fait tout simplement une dernière intégration. De l'accélération à la vitesse, on intègre. De la vitesse à la position, on intègre une dernière fois. Et là, la position, ça sera X, puisque la position, c'est suivant. Nous sommes dans un repère cartésien. Suivant X, ça sera tout simplement l'intégrale de la vitesse par rapport au temps. Et Y sera tout simplement l'intégrale de la composante, bien sûr, suivant Y, de la vitesse par rapport au temps. Là, on se rend encore compte que la deuxième loi de Newton nous a donné l'accélération. Mais connaissant l'accélération, c'est fini. L'accélération enchaîne la vitesse par une intégration. La vitesse enchaîne la position par une intégration. Mais malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, dans tous ces enchaînements, il y a l'existence du temps. Parce que lorsqu'on intègre, on dit bien c'est une intégration dont le temps s'intègre dans la relation. Donc, que ce soit cette relation, ce sera des équations horaires parce que le temps aura intervenu. Donc, ça veut dire que toujours avec le théorème du centre d'inertie, tellement d'informations. On a l'équation horaire, c'est-à-dire à n'importe quel temps, tu peux connaître la valeur de la vitesse. À n'importe quel temps, tu peux connaître la position.
Quoi de plus mieux? Maintenant, on peut encore aller jusqu'au bout. Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Maintenant, dans l'équation cartésienne de la trajectoire, il suffira ici de faire quelque chose. Se débarrasser du temps. Et trouver une relation entre x et y, ou entre y et x. Mais, j'ai déjà l'équation horaire de la position. Il me suffit de me débarrasser du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir ici, on tire le temps, parce que certainement là, on met comme ça, mais on verra dans les prochaines vidéos à quoi ça correspond. Là, on aura une expression de x en fonction du temps. On peut tout simplement tirer le temps ici en fonction de x et venir remplacer là pour se débarrasser du temps. Là, on aura une relation entre y et x. Même si c'est une relation bizarre, fastidieuse, pourvu qu'on se soit débarrassé complètement du temps. Et l'équation obtenue sera l'équation de la trajectoire. Avec l'équation de la trajectoire, on peut avoir tellement d'autres informations. Donc voilà un peu en quoi la deuxième loi de Newton nous permet de caractériser un mouvement. Donc la deuxième loi de Newton n'est pas qu'une simple loi. C'est une loi qui nous met en relation directe avec l'accélération. Connaissant l'accélération, on chute au fur et à mesure à la vitesse. La vitesse, on chute à la position. Bien sûr, les équations horaires. Et on peut avoir l'équation de la trajectoire. Voilà en quoi la deuxième loi de Newton peut nous être bénéfique. Et je rappelle que ce n'est pas le même travail que la première loi de Newton fait. La première loi de Newton peut simplement se limiter à déterminer une force connaissant d'autres forces. Par contre, la deuxième loi de Newton, puisque c'est un peu plus complexe, il y en a tout un mouvement à caractériser, il peut le faire, heureusement pour nous. Et bien évidemment, on a la troisième loi de Newton qui n'a pas nécessairement une suite comme la deuxième loi de Newton et la première loi de Newton. Et par la suite, bien sûr, tout ce qu'on a fait jusqu'ici, on verra les cas pratiques dans les champs uniformes, dans les champs de pesanteur, dans les champs gravitationnels, dans les champs électriques et dans les champs magnétiques, à quoi correspond l'accélération, à quoi correspond la vitesse, à quoi correspond la position et à quoi correspond l'équation de la trajectoire et toutes les informations supplémentaires qu'il faut avoir. C'était tout pour cette vidéo où il était question pour nous de voir l'importance, la portée des lois de Newton, à quel point les lois de Newton nous permettent de caractériser un mouvement, nous permettent d'avoir quelque chose, un inconnu à travers la première loi de Newton, comme on l'a vu. N'oubliez pas de vous abonner afin de bénéficier des prochaines vidéos, d'actionner la cloche de notification afin d'être averti à une quelconque prochaine publication. Et bien sûr, pour ceux qui aimeraient intégrer notre groupe de physique où on vous donnera certainement des exercices abordés ici, vous pouvez trouver le lien d'intégration dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également nous contacter par WhatsApp au numéro qui s'affiche là sur votre écran. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.